Bien, rebonjour pour cette deuxième vidéo sur les outils de traitement sélectif dans Lightroom et Photoshop. Donc ce deuxième module va se concentrer essentiellement sur la nouvelle version de Lightroom et nous permettre de voir un petit peu quels sont les nouveaux outils, quels sont les changements qui ont été apportés avec les toutes dernières versions depuis 2022 grosso modo. Qu'est-ce qui a changé? Parce que ça a changé dans l'interface et surtout au niveau des fonctionnalités qui sont offertes. Alors, en un premier temps, on va essayer de voir d'abord quels sont les points communs et les différences entre les deux logiciels Lightroom et Photoshop, de façon à se concentrer ensuite sur les spécificités de chacun des deux logiciels. Les points communs, tout d'abord, il s'agit du même développeur, c'est-à-dire Adobe, pour les deux logiciels, et donc la philosophie et l'interface des deux logiciels se rapprochent de plus en plus et deviennent de plus en plus complémentaires, on va dire, ce qui est, je pense, la philosophie de ce que veut faire Adobe. En deuxième temps, les outils qu'on va dire traditionnels qui sont inclus dans chacun de ces logiciels sont toujours présents dans les nouvelles versions, bien évidemment, mais il faut faire attention parce qu'ils peuvent être dispatchés dans certains coins de l'interface qui, eux, sont totalement différents et si on ne fait pas attention, on a un peu de mal à les trouver au début. C'est-à-dire, avec les nouvelles versions, on a généralement certaines améliorations sur la précision des sélections dans les images. Et puis surtout, dans ces nouvelles versions, il y a l'ajout de fonctions qui utilisent l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle va nous permettre un gain de temps absolument appréciable, en particulier tout ce qui est aide à la reconnaissance de certaines formes significatives, c'est-à-dire des formes qui sont porteuses de sens. Et je citerai en particulier ici le sujet, c'est-à-dire quel est le point d'intérêt de l'image, sachant que le sujet ici, c'est bien un personnage dont on parle. On verra plus tard qu'il y a une différence entre le sujet et l'objet. Et puis le ciel, quand il est présent, qui peut être reconnu et auquel on peut apporter des retouches sélectives particulièrement intéressantes parce que la sélection se fait de façon très précise, y compris quand des objets tels que des arbres ou autres sont inclus dans le ciel. Alors les sélections qui nous sont proposées automatiquement ne sont pas toujours parfaites, et en particulier, elles dépendent toujours de la capacité du système à déterminer les limites des zones recherchées. Or, ces limites sont définies par soit des contrastes, soit des différenciations au niveau des tonalités, et quand ces différences ne sont pas clairement marquées, eh bien on peut avoir des zones qui vont déborder un petit peu sur des parties de l'image qui ne font pas partie ni du sujet, ni du ciel, surtout vrai pour des sujets. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est que même si ces sélections automatiques ne sont pas parfaites, on a des possibilités de combiner tous les outils de sélection de façon à pouvoir affiner la sélection finale et arriver parfaitement à ce que l'on cherche pour pouvoir traiter l'image par la suite. En ce qui concerne les différences principales entre les deux logiciels, on va dire qu'elles sont essentiellement liées à la finalité de chacun de ces logiciels. Alors pour mémoire, à l'origine, Lightroom, c'était principalement un outil de développement, c'est-à-dire ce qu'on appelle des fois la dérotisation. Ça voulait dire qu'on avait besoin, on a toujours besoin d'appliquer aux données RAW, qui ne sont pas visibles en tant que telles, un certain nombre de paramètres qui n'existent pas ou qui sont fixés de façon tout à fait minimale, en termes principalement de balance des blancs, de contraste, de saturation, d'amélioration de la netteté et de réduction du bruit de fond. Les retouches locales étaient possibles également, mais c'était vu plutôt comme un bonus, même si c'était déjà un bonus assez conséquent, mais on n'allait pas très très loin forcément avec ces retouches locales. L'enrichissement qui nous est proposé maintenant de ces outils de retouche locale en font un logiciel quasiment complet, on va dire, de développement et de finalisation de nos images. Pour ce qui est de Photoshop, bien, on va retrouver les mêmes finalités de Lightroom dans le module Camera Raw et de surcroît,
le module Photoshop lui-même permet des opérations beaucoup plus complexes, surtout avec cette idée qu'on peut combiner des images différentes en tout ou en partie, avec des calques qui sont eux aussi possiblement issus de logiciels différents, par exemple Nik Collection. Le logiciel Photoshop permet aussi de pousser beaucoup plus loin nos retouches, puisqu'on va jouer sur des jeux de transparence, que ce soit entre les calques ou entre les masques de fusion que l'on peut intégrer dans chaque calque, etc. Alors pour ce qui est des outils de retouche locale dans Lightroom, dans les versions anciennes, on avait en haut à droite de l'image cette partie ici supérieure qui nous proposait à ce niveau-ci les outils de retouche locale. La première icône, pour mémoire, nous proposait des fonctions de recadrage de l'image et de choix du format, les 2 tiers, 4 tiers, carré, 16 neuvième, etc. On avait l'outil de correcteur localisé qui permet de corriger certaines petites zones comme des pétouilles par exemple directement grâce à cet outil. L'outil correction yeux rouges, un outil de dégradé linéaire que vous connaissez maintenant et l'outil de dégradé radial à base de cercle ou d'ellipse qui permettait tous deux, linéaire ou radial, d'apporter des modifications de façon progressive sur une partie de l'image à partir de 2 séries de déterminations de sélection totalement différentes. Et puis, on avait l'outil pinceau qui permet de dessiner directement sur l'image les zones que l'on voudrait modifier. Alors, ces outils sont toujours présents, mais dans les nouvelles versions de Lightroom, on voit que cette barre d'outils qui remplace la barre d'outils précédente a changé. On ne voit plus ici tous les outils qu'on avait l'habitude de voir. On a bien toujours les fonctions de recadrage, le correcteur localisé et les yeux rouges. Mais il nous reste 2 icônes ici qui n'existaient pas précédemment et qu'on va détailler maintenant. Cette icône à droite va ouvrir un panneau de calque de retouche locale. Ça, c'est ce qui est nouveau. Et on va avoir à gauche une icône qui nous permet de fermer ce panneau des calques et de revenir aux réglages globaux de l'image. Alors ce panneau des calques, il faut y revenir un petit peu pour en parler. C'est un panneau qui s'ouvre, alors des fois ça met un petit peu de temps, ça dépend un peu de l'image sur laquelle on travaille, qui s'ouvre pour permettre d'avoir toutes les options de retouche sélective. Et c'est ça qu'on va détailler parce que c'est une petite révolution dans Lightroom. Pourquoi passer d'un panneau d'outils à un panneau de calque? J'avoue que j'ai eu du mal à trouver la réponse et ça m'est venu il y a relativement peu de temps parce que j'avais l'impression qu'on changeait simplement d'interface mais que ça ne changeait pas radicalement finalement la donne. En fin de compte, si, il y a une énorme différence, c'est une vraie révolution dans Lightroom parce que jusqu'ici, si je passe à un exemple dans Lightroom, quand j'avais un traitement de mon image, que j'avais un certain nombre d'opérations qu'on voit apparaître ici dans l'historique que j'avais effectué et que je voulais revenir en arrière à un moment donné, qu'est-ce qui se passe si je reviens par exemple au début? Eh bien, toutes ces opérations que j'avais effectuées précédemment vont être effacées si je fais une nouvelle opération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans mes traitements sélectifs, je pouvais avoir un certain nombre d'opérations sélectives que je faisais et à un certain moment me dire finalement ça, telle opération j'en veux pas ou je la veux différemment, j'ai envie de changer. Si je revenais à une opération qui se trouvait par exemple ici et que je veuille changer cette opération, modifier les paramètres, eh bien je vais changer ici ce qui va suivre et ne plus avoir la disponibilité de toutes les autres opérations que j'avais effectuées. Tout ça, ça va être effacé. Avec le système de calque,
on entre dans une autre philosophie où on va avoir donc cette possibilité d'interagir sans aller dans l'historique de façon séquentielle, mais d'aller dans la superposition des opérations que l'on fait. Je vais prendre un exemple. On voit que dans cette image ici, j'ai choisi d'opérer un certain nombre de modifications avec des calques. J'ai 3 calques ici qui s'appellent masque 1, masque 2, masque 3. Ces masques qui sont autant de calques, si je décide de supprimer par exemple le masque 2, alors on voit qu'ici, mais on y reviendra tout à l'heure, on voit qu'ici j'ai la forme du masque qui est dessiné. Si je décide de dessiner le masque 2, de supprimer le masque 2, je vais aller le supprimer ici, et je vois que je ne touche pas au masque que j'ai fait précédemment, ni au masque que j'ai fait après. Le masque 1, le masque 3 restent disponibles. Donc on a cette possibilité de jouer non pas uniquement séquentiellement, mais de revenir sur chaque opération que l'on aura faite sur nos différents masques qui sont des calques, comme dans Photoshop, et de travailler d'une façon beaucoup plus souple. Alors dans ce panneau de masques, des calques, on va retrouver un certain nombre d'outils parmi nos outils traditionnels. Donc la liste qui nous est proposée sur ce panneau, on en retrouve l'outil pinceau, l'outil dégradé linéaire, l'outil dégradé radial, et on va pouvoir travailler avec ces outils exactement de la même façon que ce que l'on faisait précédemment, à part ce fait que à chaque fois je crée un calque particulier qui va venir s'ajouter en superposition les uns par rapport aux autres et que je pourrai retravailler indépendamment par la suite à mon rythme en fonction de l'image finale telle qu'elle s'élabore progressivement. L'autre série de nouveaux outils, cette fois qu'on a, sont des outils qui sont issus de l'intelligence artificielle. Alors, on a vu ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est ce qui nous permet d'essayer de recréer un peu de sens dans un système numérique qui, lui, n'est que formel et uniquement formel. Le premier outil que l'on va avoir s'appelle le masque objet. Le masque objet va nous permettre de dessiner sur l'image de façon très globale une zone sur laquelle je voudrais avoir une sélection plus précise, et c'est le logiciel qui va reconnaître tout seul la forme qui se trouve associée à ce dessin que j'ai fait. Alors on va prendre un exemple très simple pour voir comment fonctionne ce masque objet. Si je viens chercher une image ici, j'ai envie, par exemple, de travailler plus précisément sur la bombarde, l'instrument de musique donc de ce musicien. J'ai sélectionné mon masque objet et je vois qu'ici apparaît un curseur en forme de cercle avec une croix au milieu, dont je peux faire varier la grandeur à l'aide de la molette de la souris, plus petit, plus gros. Alors, je n'ai pas besoin d'être très précis. Je prends une taille. Ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner, vous voyez, grosso modo, au-dessus de ma bombarde, sans aucune précision. Je relâche et le système va me mettre en surbrillance ici la forme qu'il a reconnue derrière. Et je vois que ma bombarde est effectivement très bien sélectionnée. Je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup de détails. Je vois aussi, par contre, qu'il y a certaines formes ici des doigts qui ont été associées à la bombarde, ce qui prouve que l'intelligence reste artificielle. Elle ne sait pas reconnaître totalement le sens. Elle a travaillé sur des repères qu'elle avait, probablement ici du fait qu'elle a repéré que sur le noir, il y avait des touches blanches qui se trouvaient ici et qu'elle a associé les doigts à ces touches blanches. Ceci dit, c'est pas grave, on pourra revenir dessus et supprimer ce qui ne nous intéresse pas plus tard. Voilà donc l'objet, le masque objet. On a également sous une seule appellation, le masque gamme, deux
possibilité de créer des masques de modification. Ce qui s'appelle le masque, la gamme de couleurs et la gamme de luminance. On va prendre cet exemple pour le masque de luminance. Si je vais ici cliquer sur ma création de calque de gamme et que je choisis la gamme de couleurs, je vois apparaître au bout d'un petit moment une pipette ici. Cette pipette, je vais la poser sur la couleur que je veux sélectionner. Éventuellement, je peux choisir des zones de couleurs très larges. Plus la zone est large, plus l'ensemble de couleurs à sélectionner va être grand. Si au contraire je prends une zone plutôt petite ici et que je relâche ma pipette, vous voyez qu'ici, si j'affiche mon masque, se met en repérage cette zone uniquement où il y a du rose, et éventuellement les zones, il y en a un petit peu qui sont à côté, et si je fais varier par exemple mon exposition, je vois que ne varient que les zones qui ont été sélectionnées automatiquement dans la plage de couleurs retenue. Je peux aussi choisir, je vais choisir de créer un nouveau masque, d'aller dans la gamme de luminance. La gamme de luminance, elle est non pas sur les couleurs, bien sûr, elle est sur la luminosité de telle ou telle zone de l'image. Donc j'ai mon curseur en forme de pipette qui apparaît. Je vais vouloir agir, mettons, sur les blancs. Donc je vais choisir ma zone de blanc ici. Et je vois qu'apparaît à côté, dans l'interface, une zone repérée ici du très blanc à légèrement gris, qui correspond à l'ensemble des tonalités qui sont comprises, des luminosités, pardon, qui sont comprises dans cette zone. Si j'affiche les zones en surbrillance, on s'aperçoit que cette luminosité se retrouve dans une large partie de l'image, et si je fais varier, voilà les zones qui sont affectées. Donc ça, ce sont des outils qui existent. Je peux faire varier directement ici la plage des luminances, des luminosités concernées, vous voyez, de 0 à 100% quasiment. Donc ça me permet d'affiner les zones sur lesquelles je veux travailler et affiner mon réglage. Alors ici je fais n'importe quoi bien entendu, mais c'est pour vous montrer comment ça affecte toute ou partie de l'image. Cette zone par exemple ici de l'image n'est absolument pas affectée. Voilà donc pour ce masque gamme. C'est pas le plus utilisé dans ma pratique, mais il existe. Dans certains cas, peut-être plus en noir et blanc, ça peut être intéressant à mon avis. Vient ensuite une série de 3 masques ici, toujours fondés sur l'intelligence artificielle. Le premier, c'est le masque sujet. Ce masque sujet va repérer tout seul dans la photo et sélectionner les personnages qu'il y trouve. Si je reviens à mon image de base ici, que je choisis sujet, je clique, vous voyez qu'ici le système se met à repérer ce qui arrive, et si j'appuie sur ma case ici, afficher l'incrustation, alors soit dit au passage, je peux choisir la couleur de l'incrustation, mais là je peux la choisir, je vais la mettre en rouge plus sombre. On voit que le système a repéré 2 personnages principaux ici, 1 et 2. Et je peux faire varier donc ces 2 personnages uniquement de la façon dont je le désire. Le deuxième mode de sélection en intelligence artificielle, c'est le masque ciel. Alors là, c'est relativement facile à comprendre. Il va repérer s'il y a une zone de ciel dans la photo. S'il n'en trouve pas, il vous dira qu'il n'y en a pas. Il va repérer donc les ciels, les zones de ciel, y compris si on a des branchages ou autres éléments perturbateurs. Eh bien, il va faire la sélection de façon à ne prendre que les zones de ciel et la sélectionner. Si je prends cette photo-là, par exemple, alors là j'ai pris une photo où il n'y a pas d'éléments perturbateurs sur le ciel, mais si je choisis ciel ici, que j'affiche mon incrustation,
on voit que seule la zone de ciel a été sélectionnée et que mes réglages qui sont actifs ici, je vais pouvoir les faire varier de façon à donner finalement l'impression que j'ai envie de donner. On va travailler la clarté, on va donner de la texture ou en retirer. Vous voyez, je peux faire varier uniquement la zone que j'ai envie de faire varier. Le troisième masque, qui s'appelle arrière-plan, va nous permettre d'avoir l'image totale de laquelle le système va enlever ce qu'il a repéré comme étant le sujet et il va nous proposer une sélection sur le reste de l'image. Si je reprends mon image ici et que j'appuie sur le masque arrière-plan, je vois qu'il a sélectionné l'ensemble de l'image, mais mon sujet principal n'a pas été sélectionné. Et donc si je varie l'exposition, par exemple, vous voyez que mon bateau ici n'est pas affecté du tout par les réglages que j'ai choisi d'utiliser. La dernière icône que je n'ai pas encore commentée, c'est celle qui est en haut à gauche, qui permet de quitter le panneau des calques de sélection et de revenir donc à l'interface où on va travailler sur des réglages globaux. Dernière option disponible sur ce panneau des calques, toujours lié à des repérages d'intelligence artificielle, le masque qui s'appelle Personne. En fin de compte, quand on clique sur ce masque, là vous voyez j'ai une image de personnage, il propose un jeu d'options. Si j'appuie ici et que je prends cette photo, je vais avoir une détection automatique des personnes. Vous voyez qu'ici ma photo comporte un certain nombre de sujets. Et bien dans le panneau ici, inférieur, on s'aperçoit que Lightroom a sélectionné 1, 2, 3 personnages qui sont présents. Premier personnage, deuxième personnage, troisième personnage. Si je vois ici directement dans Lightroom ce que ça donne, vous voyez que je retrouve mes 3 personnages. Si je passe mon curseur sur le premier, je vois que dans l'image, la partie sélectionnée pour ce personnage clignote. Si je passe le curseur sur le second, même chose. Si je passe sur le troisième, même chose. Soit dit en passant, on va remarquer qu'ici, si je sélectionne ce personnage-là en cliquant dessus, j'ai bien ma sélection que j'ai choisie qui arrive et que je vais pouvoir repérer. Alors je m'aperçois déjà qu'ici, une des jambes n'est pas sélectionnée. Il faudra donc que je vienne corriger ma sélection automatique. Quand je clique sur un des personnages, j'ai donc un deuxième panneau qui s'ouvre et qui va me proposer différentes options pour créer des masques à partir des personnes qui sont repérées. Je peux décider de cliquer sur toute la personne, auquel cas mon masque apparaît ici directement sur la personne. Deuxième exemple, je clique sur la peau du visage uniquement. Et voilà ce qui est sélectionné. Vous voyez que les sourcils, les lèvres, les yeux sont extraits, les cheveux sont extraits. Et je peux bien sûr combiner autant de paramètres que je veux pour avoir la sélection finale qui m'intéresse. Dans le panneau masque, maintenant, une fois que le masque a été créé, je vais pouvoir avoir aussi des fonctions qui me sont proposées. D'abord, je repère que j'ai ici le nom du masque. Si je double-clique sur le nom du masque, je peux changer son nom de façon à me rappeler plus tard ce dont il s'agit exactement. Je repère en même temps que le masque est repéré graphiquement par ce qui est sélectionné en blanc. Ici, sous-partie
qui me donne pour la personne 1, puisque c'était un masque personne et qu'il y avait plusieurs personnes, le type de masque que j'ai choisi. Ici, il s'agissait de la peau du visage. J'ai maintenant, toujours dans ce panneau, une icône qui me permet, enfin une case à cocher qui me permet d'afficher ou de cacher l'incrustation, de masquer l'incrustation en rouge. Et ici, j'ai le choix des couleurs de mon incrustation. Et enfin, deux outils ici, ajouter ou soustraire, qui vont me permettre de modifier maintenant ce masque que j'ai choisi ici, en lui ajoutant ou en lui soustrayant des nouvelles sélections de façon à obtenir exactement ce que je veux, particulièrement quand la sélection automatique n'a pas été idéale ou ne correspond pas exactement à ce que je cherchais. Dans ce cas-là, ce qu'on va voir, c'est qu'un masque de panneau d'outils de création de masque s'ouvre et je vais pouvoir retrouver tous mes outils de création pour combiner les formes qui m'intéressent. Enfin, dans cette icône, créer un nouveau masque, je vais pouvoir, en cliquant ici, revenir sur mes outils de création de masque pour créer un nouveau calque de masque qui viendra s'ajouter à ce niveau ici. Au lieu de s'appeler masque 2, il s'appelle masque 1, il s'appellera masque 2 et je peux créer autant de masques que ceux qui m'intéressent. Enfin, si je clique ici sur la partie droite du panneau masque, je vais avoir un menu contextuel qui va apparaître et qui va me donner une liste d'actions possibles à effectuer. On va donc reprendre cela maintenant à partir de Lightroom. Je reprends ma photo où j'ai choisi mon boxeur ici et où je me suis aperçu qu'il manquait dans la sélection le masque sur la jambe. Je vais donc commencer par sélectionner ce qui m'intéresse ici quand même et cliquer sur créer un masque. Le logiciel va me calculer mon masque. Vous voyez que quand je passe mon curseur sur la zone ici graphique, je vois afficher la sélection. Je peux aussi venir l'afficher directement ici en cliquant sur la zone. Je vois que ma personne ici, quand je passe ma souris sur chacune des lignes, j'ai un petit œil qui apparaît ou qui disparaît, ainsi que 3 points. Si je prends la première ligne, que j'appuie sur l'œil, je vois que ma sélection disparaît, que mon masque n'est plus actif, plus exactement. Si je reclique, mon masque redevient actif. Ça me permet, par exemple, dans une suite de masques, de choisir les zones sur lesquelles je ne vais pas agir, les masques plus exactement sur lesquels je ne vais pas agir. Si je clique avec ma souris sur les 3 points ici, vous voyez que j'ai un menu qui arrive, donc je peux renommer mon masque. Ici, par exemple, je vais l'appeler Boxeur 1. Et le nom de mon masque revient, ce qui me permettra plus tard, quand j'aurai une liste de masques assez conséquente, de retrouver rapidement ce que je veux faire. Je peux inverser mon masque Boxeur 1, auquel cas ma sélection va passer hop, sur le reste de l'image. Je peux dupliquer et inverser le masque. Dans ce cas-là, je vais avoir un deuxième masque qui apparaît, complémentaire au premier, et qui reprend uniquement les zones qui n'étaient pas prises dans le premier. Je décide que j'en ai pas besoin, je vais donc supprimer mon masque boxeur inversé, et je reviens à mon premier masque. Je peux le masquer, je peux le supprimer, ou je peux supprimer tous les masques qui arrivent. Donc vous voyez ici, à chaque fois, quand je clique ou que je déclique, j'ai mon panneau qui se déroule ou qui devient beaucoup plus synthétique. Chaque fois, mes outils ici, je le rappelle, mes actions. Même chose ici, sur le deuxième panneau, qu'est-ce que je veux faire? Si je reprends mon masque ici, je le réaffiche, j'ai dit qu'il me manquait
la jambe et que je voudrais donc avoir le boxeur complet. Je vais donc cliquer sur le panneau Ajouter pour ajouter une sélection au masque. Et là, vous voyez que quand je clique sur Ajouter, j'ai le choix de l'outil, du mode de sélection plus exactement, que je vais pouvoir choisir pour compléter mon masque. Donc ici, je vais choisir l'outil pinceau. Il faut généralement un petit peu de temps pour que ça se crée. Vous voyez que l'outil pinceau, avec mon curseur de la souris, je le fais grandir. Avec curseur plus majuscule appuyé, en gardant appuyé la majuscule, je fais varier la zone de progressivité de la sélection. Donc ici, comme je vais aller chercher quelque chose d'assez précis, je vais enlever, je vais rendre au minimum la sélection. Je vais réduire ici, voilà, j'ai ma taille à peu près, réduire au plus petit pour ne pas empiéter ma sélection. Et pour être plus précis, je vais appuyer sur la barre d'espace de mon clavier et je vais cliquer. En gardant la barre d'espace appuyée, j'ai donc agrandi ma zone. En la gardant appuyée, vous voyez mon curseur, c'est une main, je peux déplacer la zone de façon à l'avoir à l'écran. Je lâche ma barre de la souris, je retrouve mon curseur et là je vais venir dessiner la zone qui m'intéresse. Là il s'agit encore de mon premier boxeur. J'évite le deuxième boxeur bien entendu. Je reviens sur le premier, j'ai toujours mon bouton appuyé. J'agrandis un peu ma zone maintenant pour aller remplir l'intérieur de ma zone. J'appuie sur la barre espace que je garde appuyée. Je fais bouger ma souris pour descendre un petit peu. Je vais affiner maintenant jusqu'au bout pour prendre la botte ici du boxeur. Et voilà. La jambe est rajoutée. Seulement, je remarque une chose, c'est que les poils ici du boxeur qui sont pourtant dans la lumière et qui font partie ne sont pas intégrés. Donc pour l'intégrer, ce que je vais faire, c'est que je vais réappuyer maintenant sur la zone, sur la touche majuscule et avec le curseur de ma souris, je mets au maximum la zone de progressivité. Et là, maintenant, je vais passer uniquement la zone de progressivité sur la partie lumineuse des poils du boxeur, d'un côté, de l'autre, et voilà, ma sélection est effectuée. Je peux, en appuyant sur la barre d'espace du clavier, cliquer et dézoomer. Je m'aperçois que maintenant mon personnage est total, et j'ai donc bien modifié la première sélection. Vous voyez, quand je passe dessus, ma sélection inclut bien l'ensemble du boxeur. Voilà donc comment on peut travailler avec le masque. Une fois que ma sélection est déterminée, que j'ai exactement la zone que je veux travailler, eh bien je viens maintenant regarder sur la partie droite de mon interface de Lightroom. Je vois que j'ai une zone ici en gris éclair qui est encadrée par un liseré blanc, alors que si je descends encore plus, tous mes panneaux ici de modification ne sont pas encadrés d'un liseré blanc. Ce qui est dans le liseré blanc sont toutes les fonctions qui sont actives, qui sont proposées pour les réglages sélectifs que je veux faire. Vous remarquerez que quand ma zone est sélectionnée, donc c'est rouge, si je commence une sélection ici, par exemple l'exposition, ma zone rouge disparaît de façon à ce que je vois exactement ce que je suis en train de faire. Donc on va par exemple baisser les noirs, ouvrir les noirs, on va changer la température de lumière, vous voyez ce que ça donne. Donc tout le réglage que j'ai envie de modifier,
Je vais rajouter de la clarté, par exemple ici, ou en enlever. Tous les réglages que je veux modifier, je peux les utiliser uniquement sur la zone sélectionnée, ici le personnage. Remarquez que si je descends et que je vais modifier un réglage sur les panneaux qui ne sont pas entourés d'un liseré blanc, on va aller par exemple forcer le trait sur l'exposition, et bien là on voit qu'il s'agit bien de l'exposition globale de l'image. Même la zone sélectionnée est prise en compte, on est bien dans les réglages globaux de Lightroom, alors que si je ne veux travailler que sur ma sélection, je dois revenir ici sur ma zone encadrée de blanc. Je vois d'ailleurs qu'ici j'ai le nom Boxer 1 qui montre bien que ces réglages ne correspondent que à la zone Boxer. Je peux vouloir créer un deuxième masque. Je vais donc aller sur ma zone créer un nouveau masque qui va me proposer à nouveau l'ensemble des réglages possibles. Alors ici je vais par exemple uniquement sélectionner l'arrière-plan. Il me calcule ce qu'il trouve comme arrière-plan. J'affiche la zone en rouge et je vois que l'arrière-plan correspond bien à l'ensemble ici du ring, de la salle, moins les sujets qu'il a repérés. Et à partir de cet arrière-plan, je vais retrouver tous les réglages. Je peux soustraire, ajouter, par exemple ici, si je veux soustraire, je vais reprendre mon pinceau et je vais soustraire ici la zone constituée par le ring. Je déclare et j'enlève rapidement ce qui m'intéresse. Et ici, je ne travaillerai donc que sur la salle, l'arrière de la salle. Et je pourrai reprendre tous mes réglages à partir de ce travail de salle. Voilà à peu près donc tout ce qu'on peut faire avec ces nouveaux outils de Lightroom qui sont quand même assez puissants parce qu'on s'aperçoit qu'on peut aller chercher maintenant toutes les sélections qu'on a envie et travailler dessus de façon tout à fait précise. Voilà donc ce que l'on peut faire à peu près dans les grandes lignes en tout cas avec les nouveaux outils de Lightroom. Vous avez vu, j'espère qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui nous permettent de pousser beaucoup plus loin les sélections, les travaux que l'on peut faire sur nos photos. La prochaine vidéo que je vous proposerai sera cette fois sur le logiciel Photoshop.